Bernard Friot. Je ne sais pas si c'est vraiment utile de vous présenter. Vous êtes sans doute connu de notre auditoire. Vous avez plusieurs casquettes, donc on va se concentrer sur celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes auteur, et vous êtes un auteur qui aime partager son travail d'écriture avec ses lecteurs, et c'est de ça que vous allez nous parler aujourd'hui. Je vous remercie. Merci à vous, mais j'espère que vous n'êtes pas trop épuisés, mais en tous les cas, je vais essayer de bien respecter l'horaire. Donc j'ai intitulé mon intervention « Lecteur compagnon d'écriture ». J'aime à rappeler que la littérature pour la jeunesse se définit par son public, comme la littérature populaire, qui est la littérature pour le peuple et par le peuple, et dont d'ailleurs elle fait partie, comme l'affirme ma collègue Marie-Aude Muraille. Pourtant, je ne suis pas sûr que cette position soit partagée par tous les auteurs pour la jeunesse, ni par tous les médiateurs. Il m'est arrivé plusieurs fois de proposer à des médiateurs, bibliothécaires, enseignants ou organisateurs de salons ces quelques réponses à la question « Pourquoi écrivez-vous pour la jeunesse ?» et de leur demander laquelle représente le mieux leur représentation de ce qu'est un écrivain pour la jeunesse. Donc voici ces 5 affirmations. Pour vous, vous pouvez choisir celle qui vous semble la plus proche de votre conception. Je ne vous demanderai pas la réponse pour ne pas vous mettre dans l'embarras. Première réponse, donc c'est toutes des citations que j'ai trouvées dans des interviews d'auteurs pour la jeunesse. Première réponse, je suis écrivain pour la jeunesse parce qu'écrire, c'est le souffle qui mène mon existence. Écrire, c'est plus fort que moi et c'est la seule chose que je sais faire. Ou, autre réponse, je n'écris pas pour la jeunesse, les adultes ou les canaris sauvages. J'écris simplement et c'est déjà pas mal. J'écris quand je peux, et si quelques humains me lisent, c'est tant mieux. L'artiste crée avant d'être diffusé, applaudi et lu. Troisième citation. J'ai une écriture parentale. Moi, ce que je fais, c'est être parent, c'est pas être écrivain. Quatrième réponse. Quand on est un auteur jeunesse, on est par définition un auteur populaire. L'auteur jeunesse est populaire dans le sens où il se donne les moyens d'écrire pour être compris par le peuple. Et cinquième citation, l'auteur pour la jeunesse est au service de son lecteur. Je ne sais pas quelle citation vous avez choisie, mais majoritairement, entre 70 et 80% des choix se portent sur la citation numéro 2, lors des interventions que j'ai faites précisément. Quant à moi, d'abord, je ne me considère pas comme un artiste, et je reprends à mon compte les 2 dernières citations. La toute dernière étant une citation du grand écrivain italien Gianni Rodari. Cet écrivain a souvent analysé sa façon d'interagir avec ses lecteurs, notamment dans un texte très intéressant qu'il appelle « Auto-interview », qui fait partie d'un recueil d'articles qu'il écrivait dans un quotidien dans les années 70. Et dans cet article, il raconte comment il a écrit en dialogue avec des jeunes lecteurs son roman « La tarte volante », un roman qui est encore disponible en France. Et lors des rencontres avec les jeunes lecteurs, dit-il, « J'ai appris que les enfants comprennent bien plus que nous ne l'imaginons, qu'ils sont disponibles pour toutes les audaces, qu'ils ne sont pas atteints par les schématismes, qu'ils ignorent les règlements officiels des genres littéraires, qu'ils apprécient l'humour, qu'ils adorent les jeux avec les mots, qu'ils distinguent à œil nu les images vides de celles qui sont pleines, l'imaginaire nourri de la réalité de celui qui est purement verbal et automatique, un dialogue vrai d'un dialogue artificiel, etc. Je n'en finirai plus si je devais énumérer toutes les raisons pour lesquelles il est utile de rencontrer et connaître les lecteurs avant que le livre soit écrit. Il ajoute aussi, très justement, que en les écoutant, on apprend vite, avec une certaine pratique, à repérer quand ils parlent pour parler, parce qu'eux aussi savent très bien le faire, et quand ils parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire, et quand ils savent exprimer leurs pensées, ou quand il faut retourner leurs paroles comme des chaussettes. Et certes, précise-t-il, en écrivant en direct pour un groupe de lecteurs, le risque est de s'enfermer dans un jeu de références
compréhensible seulement par le groupe et d'instaurer une connivence dont seraient exclus les autres lecteurs. Écrire pour et avec des enfants ou adolescents suppose donc de la part de l'auteur un travail d'analyse, d'abstraction et de généralisation. Alors comment donc concrètement les lecteurs peuvent-ils intervenir dans l'écriture d'un livre? Tout livre, de toute façon, est une œuvre collective, même si seul le nom de l'auteur est inscrit sur la couverture et seul lui touche les droits d'auteur. D'abord, bien sûr, parce qu'il y a intervention de l'éditeur qui réagit, conseille, commente, mais aussi met en page le livre proposé en librairie et donc impose déjà une première interprétation, une première lecture du livre. Et puis surtout parce que tout texte, même le plus intime, s'inscrit dans un temps, dans une culture, en un mot, dans un contexte dont il porte les marques. Autrement dit, un écrivain tisse des voix multiples et ses textes sont des polyphonies. Et ça, tout particulièrement quand l'écrivain écrit pour, mais aussi à la place d'un public qui n'a pas les moyens de s'exprimer lui-même, qui n'a pas encore les compétences pour écrire lui-même. Alors, les lecteurs peuvent intervenir à toutes les étapes du processus d'écriture. Je dirais peu de choses sur les dispositifs dans lesquels cela peut se dérouler, parce que je pense que c'est tout simplement au cœur même de l'écriture pour la jeunesse. Ça peut se faire dans les rencontres directes avec des jeunes lecteurs, ça peut se faire par la correspondance. Je le fais souvent, moi, en utilisant justement Internet et des correspondances. C'est une autre forme, d'ailleurs, où la personne de l'auteur n'intervient pas, ne brouille pas les choses. Je veux dire, la sympathie qu'on peut avoir ou l'antipathie qu'on peut avoir pour lui est moins présente. Et c'est donc des réactions parfois plus directes au texte qu'on peut obtenir. Ça peut se faire, évidemment, aussi dans les ateliers d'écriture, qui fournissent énormément d'informations sur les jeunes lecteurs, sur leur façon de vivre, sur leur façon de réagir, sur leur façon de lire, sur les compétences qu'ils ont, etc. Ou ça peut se faire aussi par des liens indirects à travers le travail, la collaboration avec des enseignants ou des bibliothécaires. Les lecteurs interviennent d'abord dans la recherche des thèmes, ce qu'on pourrait appeler la recherche de thèmes. Il s'agit d'entreprendre pour l'auteur, pour la jeunesse, à petite échelle, un inventaire de l'imaginaire des enfants d'aujourd'hui. C'est toujours ça le problème. Il écrit avec son passé, son expérience, ses souvenirs d'enfance, ses compétences d'adulte aussi, mais il a besoin sans arrêt de les rafraîchir et puis aussi de les contrôler, puisque les conditions de vie changent, les règles d'éducation changent, la matérialité aussi de la vie change. Et donc, c'est important de savoir à quoi rêvent les enfants d'aujourd'hui, les adolescents d'aujourd'hui, de quoi ont-ils peur, qu'est-ce qui les fait rire, qu'est-ce qui les fait pleurer, qu'est-ce qui les fait souffrir, qu'est-ce qui les fait rougir, que détestent-ils, que veulent-ils cacher. Et c'est un matériau vraiment sans limite pour l'écrivain dans ce qu'il a à la fois de singulier et d'universel. Pour amener à la surface quelques fragments de cette vie intérieure qui palpitent d'ailleurs encore en nous, adultes, plus ou moins bien enfouis, j'utilise des déclencheurs divers, toujours très très simples. Par exemple, je vais demander à des enfants de parler ou de raconter des histoires à partir d'un mot. Le mot peur, le mot argent, le mot demain, le mot enfant, le mot porte, le mot nuit. Je me souviens d'un travail que j'ai mené autour du mot argent. Ce n'est pas une thématique toujours très très présente dans la littérature pour la jeunesse. Et je m'attendais à ce que les enfants me racontent des histoires d'argent de poche, de conflits avec les parents. Et pas du tout, pas du tout. Ils m'ont raconté en fait des peurs nées des questions d'argent qui se posent dans la famille. Et quand je leur pose la question, mais on vous en parle? Ah non, on n'en parle pas. Et j'ai un jour d'ailleurs posé exactement la même question à des adultes, genre,
je leur ai demandé de me raconter des souvenirs d'enfance liés à l'argent. Et c'était exactement la même chose, c'est-à-dire les angoisses générées par les problèmes d'argent de la famille. Et j'ai dit, on vous en parlait, vous? Ah non, on ne parle surtout pas d'argent à leurs enfants. J'ai dit, vous parlez d'argent à vos enfants? Ah non, surtout pas, on ne veut pas les embêter avec ça. Et ça crée en fait plein d'angoisses, etc. Et c'est incroyable de voir comme les enfants perçoivent de manière extrêmement fine et forte, je veux dire les difficultés d'argent, mais c'est un tabou dans notre éducation, ce n'est pas quelque chose dont on parle. Donc voilà, c'est comme ça que ça se fait, et il y a plein de choses. Je me souviens aussi d'avoir mené toute une enquête en demandant aux enfants de me raconter le jour où ils ont découvert que le Père Noël n'existait pas. C'était des moments incroyables d'émotion, c'était avec des grands enfants, enfin grands enfants fin d'école primaire et début de collège, et je me souviens d'une petite fille qui s'est mise à pleurer en disant mais quand même on a bien le droit de rêver. En fait on comprend que le jour où le Père Noël n'existe pas, c'est le jour où on prend conscience du principe de réalité. Non, la magie n'existe pas, il faut faire avec, mais bon, on garde toujours quand même cette nostalgie, et c'est bien pour ça qu'on joue au loto en espérant de gagner. C'est aussi la magie n'est pas complètement disparue. Donc parfois aussi je demande d'improviser ou de raconter ou d'écrire de manière très spontanée à partir d'un début de phrase. Un jour ma mère ou mon père m'a dit, par exemple. Je fais ça souvent parce que c'est absolument passionnant, ça donne plein d'informations. Ou un soir j'ai essayé d'allumer la télévision, ou bien quand j'étais malade. Alors, soit en fonction, je vais dire, de mes besoins propres, parce que je veux écrire une histoire où je travaille sur un projet, soit par pure curiosité pour voir comment ils fonctionnent, quels sont les mots qu'ils emploient, quels sont comment fonctionne leur imaginaire et leur sensibilité. Ou ça m'arrive aussi de ne pas utiliser directement le langage, mais de leur demander d'improviser à partir d'une musique, à partir de couleurs, à partir de sons ou à partir d'un tableau. Et puis, voilà, j'utilise ce matériau d'abord avant tout comme un matériau d'analyse, ou bien de réagir à des situations, à des récits. Je peux donner le début d'un texte et puis leur demander d'écrire la suite et de voir comment ils l'interprètent, de voir finalement quelle est la thématique qui les touche. Et puis bien entendu, il y a aussi tout le matériel reçu, parce qu'on reçoit énormément de textes écrits. Moi j'en reçois en tous les cas beaucoup, puisque j'ai aussi écrit des ouvrages sur l'écriture, et je les lis de manière systématique, en essayant de repérer les invariants, en essayant de repérer aussi les modes de construction, de savoir quelles techniques narratives sont utilisées. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui est aussi toutes les ruptures, toutes les dissonances qui sont créées, j'allais dire, parce que les erreurs et c'est-à-dire les incompétences sont extrêmement productives. Et comme le disait Gianni Rodari, ils ne sont pas fixés déjà sur les modes littéraires, ils ne les maîtrisent pas complètement, et ça les amène à inventer des formes narratives tout à fait intéressantes dont on peut s'inspirer aussi, je veux dire, à partir de ce travail d'analyse. Je peux vous donner un exemple, bravo. Un exemple, ce livre, Paroles de basket, il met en scène d'ailleurs de manière très explicite ce dialogue avec les auteurs, puisqu'il y a une introduction qui raconte comment est née une première histoire, comment elle a été développée dans la correspondance avec avec des enfants. J'avais en fait, un jour, pendant un stage d'écriture que je menais avec des enseignants, écrit une histoire qui commençait comme ça. Un jour, mon réveil m'a dit. Voilà, et puis, j'ai continué comme ça en faisant parler des objets avec toujours le même narrateur. J'ai envoyé les premiers textes à des classes avec lesquelles j'étais en correspondance. En général, c'est des classes qui m'ont demandé de venir, mais je ne peux pas venir parce que pour X raisons, surtout des raisons de temps. Donc je propose ce type d'activité, ce type d'échange uniquement par correspondance. Et donc ils ont à la fois réagi sur les premiers textes, sur le premier texte en particulier, ça je l'explique, je donne des exemples. Et puis ils ont écrit sur le même principe. Un jour, un objet, ils pouvaient choisir n'importe quel objet. Un objet m'a dit. J'ai d'ailleurs repris une des idées
d'une enfant parce que je la trouvais tellement belle et tellement poétique. C'est une petite fille qui a écrit un texte qui commence comme ça. Un jour, ma maison m'a dit « ne t'en vas pas ». Extraordinaire. Voilà. Alors j'ai repris cette idée, évidemment je ne vais pas du tout développer de la même façon que l'enfant, mais surtout ce qui m'a pour moi été important, c'est non seulement, j'allais dire, de savoir de quels objets il parle, hein, j'ai rarement repris ces objets, mais de voir comment il percevait ce fonctionnement, parce qu'un objet qui parle, c'est évidemment de l'ordre du fantastique, c'est de l'ordre de l'absurde, mais je voulais voir si ça produisait à peu près les mêmes choses que dans mon écriture. Et c'est tout à fait ça ce qui est arrivé, c'est-à-dire que l'objet, en fait, est utilisé presque comme une marionnette. Hein, l'objet qui parle, c'est un peu le système du ventriloque, qui parle à ma place et il me permet de dire des choses que je ne dirais pas directement. Les objets parlent de nous, les objets sont notre production, les objets gardent trace de notre vie. Et si je les fais parler, en fait, je les fais parler de moi. Et c'est ça qui apparaissait très clairement dans ces textes. Donc c'est tout le fonctionnement même, hein, je veux dire, de ce type de texte, de cette forme narrative que j'ai créée un peu par hasard, que j'ai vérifié, affiné, élaboré dans cette correspondance. Et c'est ça, hein, je veux dire, que la correspondance m'apporte. Et donc les informations recueillies, elles ne sont pas seulement thématiques, mais elles sont aussi formelles. Hein. Quelle construction narrative utilise-t-il, maîtrise-t-il, quels raccourcis peuvent-ils utiliser, dans quelle mesure sont-ils intéressants, et voilà. Et c'est toute la comparaison entre pratiques savantes et pratiques en élaboration, hein, qui crée une dynamique. J'allais dire, j'utilise leurs erreurs et eux utilisent les modèles que moi je peux leur fournir. Donc c'est vraiment une interaction. Parce que je reconnais très très vite, hein, dans leur écrit des éléments qu'ils ont repris des textes que moi je leur ai envoyés. Donc je vois ce qui les nourrit, hein, je vois les formes, les modes de raconter qui vont constituer pour eux des schémas pour se dire eux-mêmes. Parce que on se dit dans la lecture, hein, je veux dire, le lecteur complète le texte, le lecteur redit le texte, le lecteur fait dire quelque chose au texte à condition qu'il entre dans le jeu du texte. Mais les lecteurs interviennent aussi sur les développements des textes. Quand j'ai une idée ou un début d'histoire, il m'arrive souvent d'en parler avec des enfants et de leur demander de broder autour du thème. Et ce que j'en tire, c'est pas évidemment un scénario qui me permettrait de terminer l'histoire, ça serait un peu trop facile, et ça serait un travail de négrier, mais des motifs récurrents qui me renseignent à la fois sur l'univers quotidien et le cadre de vie d'enfants particuliers et sur les ressorts psychologiques qui font sens pour eux. Enfin, c'est ça qui est important, c'est trouver les références qui font le plus de sens possible à des enfants. Donc je passe ensuite tous les récits produits au fil de ma propre sensibilité et de mon interprétation du monde. Mais d'autres entendraient sans doute d'autres choses dans les mêmes récits faits. Et ces échanges, en tout cas pour moi, sont extrêmement stimulants et me permettent de vérifier certaines intuitions et de mettre à jour en permanence ma vision de l'enfance. Par exemple, j'ai été très frappé par la manière dont beaucoup d'enfants décrivaient leur rapport avec leurs parents. Je me souviens d'avoir analysé un paquet d'environ 100 textes qui commençaient toujours par « un jour, mon père ou ma mère ou ma grand-mère m'a dit ». Et en écoutant ou en lisant ces histoires, j'avais l'impression que très souvent on avait ce schéma de double manipulation, c'est-à-dire les parents et enfants se manipulent réciproquement. Il y a peu d'interdits ou d'ordres catégoriques de la part des parents, on n'est plus dans le cas d'une éducation autoritaire, mais il y a toujours des tentatives détournées pour amener les enfants à faire ce qu'ils souhaitent. Et ces tentatives, elles sont en général perçues très rapidement par les chérubins qui, à leur tour, s'efforcent de manipuler leurs géniteurs pour parvenir à leur propre fin. Et donc on n'est pas du tout dans une éducation, j'allais dire, de la
coopérative, hein, de la discussion, mais plutôt dans une éducation de je t'influence, tu m'influences, j'essaye ça, t'essayes ça, et puis voilà. Et donc, voilà, c'est des invariants qui sont tout à fait intéressants à analyser et qui apparaissent à travers ces écritures. Mais par exemple, dans le même paquet, j'ai analysé aussi le contenu du jeu. Hein, puisque le début de la phrase, c'est « Un jour, mon père m'a dit ». Et j'ai analysé les jeux. Et on a des jeux qui sont visiblement le duplicata de l'écrivain. Je veux dire, on sent que dans certains textes, que le jeu, c'est véritablement celui qui a écrit le texte. Hein, il parle de lui directement. Jusqu'à des jeux complètement fictifs, puisqu'il y en a même un qui m'a écrit « Le jeu, c'était un martien ». Mais il y avait toute une gamme, hein, il y avait toute une gamme de jeux. C'est-à-dire, il y avait plein de textes où il était très difficile de définir ce jeu, de savoir si ça représentait vraiment l'auteur ou une image de l'auteur, ou une construction de l'auteur, ou carrément une fiction. Et ça, c'était des enfants de 10, 11 ans. Hein, veut dire, là aussi, veut dire, ça met en évidence des compétences narratives, hein, des compétences qui sont pas forcément évidentes, d'abord dont les enfants n'ont pas conscience, mais sur lequel on peut s'appuyer. Hein. Le paradoxe, c'est que ce travail, moi, m'amène toujours à oser davantage, à expérimenter davantage, et non pas, je veux dire, à rabaisser le niveau, hein, comme on craint souvent, mais donc à trouver les modes de communication, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus variés qu'on ne croit, et qu'on peut faire appel à beaucoup de compétences ignorées par l'enfant lui-même, et ignoré souvent par les adultes. Et puis, les lecteurs interviennent aussi au moment de la réécriture. Hein, quand une première version d'un texte est achevée, il reste bien entendu à l'affiner, à l'ajuster, à trouver le rythme exact, etc., etc. Et pour l'auteur, c'est un moment où il se détache de son texte et où les lecteurs peuvent s'en emparer et décider d'interprétation possible de ce texte. Et toute la difficulté pour l'auteur, c'est de devenir le lecteur de son propre texte, hein, c'est-à-dire d'oublier le mouvement dans lequel il a été écrit. Et c'est là que les lecteurs, les premiers lecteurs, sont extrêmement utiles, parce que, j'allais dire, ils aident l'auteur à lire son texte avec un autre regard. Donc les réactions, les commentaires aident l'auteur à trouver la distance nécessaire pour procéder aux dernières retouches. Et au cours de cette phase, les interventions des lecteurs peuvent être directes ou indirectes. Directes, par exemple, dans le cadre de la lecture d'un manuscrit. C'est une expérience que j'ai menée X fois avec des enfants relativement jeunes comme avec des grands adolescents. Parce que pour une première fois, ces jeunes lecteurs sont en contact avec un texte et non pas un livre. C'est avec un texte nu, un texte non, encore une fois, pas encore interprété par l'éditeur, pas encore ciblé, pas encore catégorisé, etc., etc. Et leur rapport à la lecture est complètement différent, hein, dans la mesure où on leur confie cette responsabilité de donner un avis, d'agir sur un texte qui est encore mouvant. Leur rapport à la lecture change complètement, parfois de façon assez drôle, parce qu'ils se substituent à l'enseignant, n'est-ce pas, et ils vous donnent des notes, et ils vous mettent des bien dit ou mal dit, etc., parce que c'est les outils, j'allais dire, d'analyse littéraire dont ils sont à disposition. Après, le dialogue peut être évidemment guidé quand on pose des questions précises, quand à quel personnage vous êtes attaché, à quel moment vous avez décroché dans la lecture, etc., etc. Et l'important, c'est d'avoir des dispositifs différents, c'est-à-dire la lecture seule, la lecture collective, la lecture orale, c'est-à-dire écouter un texte, etc. Chaque fois, ça va amener des réactions différentes. Et puis, les interventions des lecteurs peuvent être plus indirectes dans le cadre, par exemple, de lecture publique de manuscrits.
Alors là, je veux dire, on n'a pas besoin des commentaires des enfants, parce que les commentaires des enfants, ils n'ont pas l'habitude de commenter. Ils restent encore une fois dans les normes scolaires. Ils vont vous dire c'est bien, c'est pas bien, t'as bien développé. Ou ils vont... Mais ce qui est important, c'est la réaction directe. Je veux dire, ça, c'est la réaction directe. Elle est extrêmement parlante. Je veux dire, avec un public... plus il est jeune et plus il est direct, au sens, enfin plus il est cru, au sens où, je veux dire, 3 mots en trop, vous sentez que ça y est, ils sont partis, hein, donc il faut les rattraper différemment. Et puis, c'est aussi les commentaires, alors personnels et directs, non pas sur la qualité du texte, mais c'est un texte, pour moi j'ai un critère, par exemple, un texte fonctionne quand... spontanément, il y a des lecteurs qui me disent à la fin « Ah oui, moi aussi », et me racontent une expérience personnelle. Je veux dire, ça y est, si le texte réveille une expérience personnelle du lecteur, alors le contrat de lecture, le rapport que je cherche avec le lecteur est satisfait, hein, et voulu. Puis il y a aussi une 4e étape très importante après la publication, où l'intervention du lecteur est importante, je dirais, c'est l'interprétation. Finalement, un texte existe quand il est publié et parce qu'il va être transformé par les lectures successives qui en sont faites, et peu à peu, il s'inscrit dans un paysage éditorial et dans un contexte de lecture. Et ce sont les lecteurs qui lui assignent une place, un fonctionnement, une interprétation, un usage, qui ne sont pas toujours ceux prévus par l'auteur. Je voudrais citer un texte qui est récemment paru en France, hein, qui s'appelle en français « Un été de poésie, d'amour et de vie », que j'ai écrit en français, qui est situé en France. C'est le premier texte d'ailleurs qui est pour moi situé très très géographiquement en Haute-Saône, qui n'est pas la région la plus connue de France, mais parce que d'ailleurs il est né après des interventions dans un collège autour de la poésie, et ça a cristallisé toute une série d'expériences que j'avais faites dans les ateliers d'écriture de poèmes. Mais ce livre est paru d'abord en Italie, sous un titre un petit peu différent, ça s'appelle « 10 lezioni sulla poesia, l'amore e la vita ». Et en fait, je ne me suis pas rendu compte que j'avais écrit ce que j'ai appelé ensuite un roman atelier, dans la mesure où ce roman, on m'avait demandé un roman d'amour pour préadolescents. Et évidemment, c'est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour, une histoire d'une rencontre entre deux jeunes adolescents pendant l'été, lors d'un stage, un atelier d'écriture poétique auquel ils participent l'un et l'autre tout à fait par hasard et un peu à contre-cœur. Et donc le texte est structuré entre les parties plus intimes et puis les parties, on raconte les 10 ateliers d'écriture avec les activités qui sont réalisées et les textes qui sont produits, les textes des protagonistes sont des textes écrits effectivement par des enfants et des adolescents que j'ai recueillis lors de stages ou lors d'ateliers d'écriture que j'ai menés. Donc là, il y a une intervention, je veux dire, directe de ces jeunes lecteurs, même si elle n'était pas prévue au départ. Et en fait, les Italiens, d'abord les adultes, parce que c'est aussi les lecteurs de la littérature pour la jeunesse, ont imaginé de lire ce livre quand ils le lisent en groupe, en classe, de refaire les différentes activités, de refaire en tout cas une partie des activités qui sont décrites et de laisser lire de manière plus intime les passages intimes. C'est-à-dire que voilà, le livre devient action. La lecture revit ce qui est raconté dans le livre et d'une certaine manière le met en scène. Et depuis d'ailleurs, à la suite des réactions des premiers lecteurs, des adolescents qui étaient surtout intéressés par la partie, on va dire, plus intime et par les passages un peu sensuels, j'ai écrit la suite parce qu'ils voulaient connaître la suite de l'histoire et donc il fallait choisir un autre thème. Et bien après la poésie, c'était la cuisine. Voilà. Et comme ils ont demandé la suite de la suite, le 3e thème, ça sera la lecture. Donc un été de lecture, d'amour et de poésie, mais celui-là, il n'est pas écrit. Voilà. Voilà. C'est vraiment, je vais dire, c'est
cette réflexion, d'ailleurs, elle se mène avec les lecteurs. Hein, et le destin des livres et l'évolution des genres, l'évolution des formes, hein, elle se fait dans cette collaboration, dans cette écoute et dans ce vivre ensemble, de lecteur à lecteur, d'écrivain à écrivain. Et alors Bruno Muttari réfutait la notion d'art pour tous qui, selon lui, je cite, contient encore l'idée de l'artiste génial s'adressant aux autres moins doués que lui, et il ambitionnait l'art de tous. Et de même, je crois, on peut revendiquer une littérature pour la jeunesse qui ne soit pas seulement l'expression d'un individu, mais qui soit véritablement la littérature de tous, enfants et adultes. Donc écrire pour et écrire avec, c'est sans doute une spécificité de la littérature pour la jeunesse. Et je pense que l'auteur pour la jeunesse a un rôle spécifique. Il est acteur et témoin dans le champ culturel comme dans le champ éducatif et social. Et donc la coécriture est au cœur de son activité. Et je suis pile à quart. Voilà.